La remise en cause après une parenthèse de consommation effrénée d'une partie assez limitée d'ailleurs de l'humanité. Donc la remise en cause d'un certain confort matériel a pour effet de discréditer notre modèle de progrès, de développement. Or, les écologistes engagés en politique, dont certains sont là, ont été parmi les premiers à poser clairement la question de l'articulation entre responsabilité individuelle et collective, à remettre en cause le fameux aphorisme selon lesquels les vices privés sont les vertus publiques. Cette idée de la main invisible qui fait que les êtres humains, en s'adonnant à leur passion particulière, concourent inconsciemment au bien public. Alors parmi ces précurseurs de l'écologie politique, on pense bien sûr à René Dumont, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, qui en 1974 faisait campagne à vélo, et qui, semble-t-il, on m'a raconté ça, refusait un repas qui comptait plus d'un plat, puisqu'il affirmait que le reste était volé au tiers-monde. Alors Catherine dit non, c'est pas vrai. Il mangeait entrée plat dessert comme tout le monde. C'est la légende. On a imprimé la légende comme toujours se lever de table en ayant un petit peu faim. Il mangeait tout le temps. Donc c'est la légende de ça. Il mangeait tout le temps. Donc il volait au tiers-monde, lui aussi. Non, je pense pas. Le débat commence. Plus récemment, Pierre Rabhi et son mouvement des colibris, les villes en transition, Transition Towns, né en Irlande, qui essaime en Angleterre, en Amérique du Nord, le mouvement Slow, ce mouvement de ralentissement, né en Italie, qui essaime aussi, mais aussi la communauté de recherche sur les biens communs. Tous ces mouvements et d'autres, le mouvement du Buen Vivir, remettent au premier plan une praxis qui, selon le mot bien connu de Gramsci, est pessimiste par l'intelligence, par la pensée et optimiste par la volonté. Alors, avec nous, pour débattre de cette question des vertus et des mœurs, Dominique Méda. Merci, merci beaucoup. Alors en effet, je voudrais repartir de la contradiction dans laquelle sont plongées nos sociétés. Lucille en a un petit peu parlé tout à l'heure. On est plongé dans une très grave crise économique et sociale. Et pour ça, ce qu'on entend, c'est qu'on a absolument besoin d'un retour de la croissance. Besoin de relancer la machine économique à tout prix, et je dirais même au prix d'une marchandisation intense du monde et de la nature. Bon, témoin, le grand nombre de rapports qui sont publiés ces derniers temps pour exiger l'autorisation des recherches sur le gaz de schiste et leur exploitation. Je pense au rapport de l'Office d'évaluation des choix scientifiques et techniques, ou bien au rapport qui nous interroge un petit peu plus, du MEDEF et de la CFDT, qui s'appelle Réinventer la croissance, qui se termine par un appel à réouvrir les recherches sur le gaz de schiste. Bref, on est donc aujourd'hui dans cette idée assez communément partagée que si on veut sortir de la crise économique et sociale, il faut plus de croissance et au minimum un retour au business as usual. Mais en même temps, je crois qu'on en est tous persuadés parce qu'on est ici aujourd'hui, on est confronté à une très grave crise écologique, on l'a dit, on a des rapports qui se succèdent. Moi, je dois dire qu'un des articles qui m'a fait froid dans le dos, c'est l'article de Nature de juin 2012, qui était co-signé par 22 scientifiques et qui rappelait, je cite, que désormais les humains dominent la Terre et la modifient selon des modalités qui menacent sa capacité à nous supporter, nous et les autres espèces, en disant que les humains sont en train de forcer la transition, avec la possibilité de transformer la Terre de manière rapide et irréversible en un état que l'humanité n'a encore jamais expérimenté. Alors, ce que suggèrent ces rapports, c'est que précisément les rythmes de croissance que nous avons connus, ou le type de croissance que nous avons connu, ne sont plus possibles, ne sont pas soutenables, ne sont pas généralisables, ne sont plus possibles. Et donc, on doit en changer au plus vite, qu'on a une fenêtre de tir extrêmement étroite. Et il me semble que la contradiction dont je parlais, le problème dans lequel on est enfoncé, c'est que plus la crise économique et sociale s'aggrave, comme par exemple en France, plus les questions écologiques, elles apparaissent comme susceptibles d'être repoussées dans un temps un peu plus lointain, au moins à moyen terme,
Et que ça, c'est une vraie contradiction. Alors, face à cela, quelle est la position des écologistes? Je crois qu'ils considèrent, ils sont tous d'accord là-dessus, hein, qu'on ne peut pas accepter un traitement séquentiel. C'est-à-dire, d'abord résolvons la crise économique et sociale, et ensuite on s'intéressera à la crise écologique. Ils sont au contraire persuadés qu'on a besoin d'un changement immédiat, ou au moins immédiatement programmé. Le problème, c'est qu'alors qu'en 2008, il me semble qu'on avait à peu près au niveau européen, et aussi un peu français, toutes les conditions d'une alliance entre les mouvements écologistes, les syndicats et le gouvernement, cette alliance, elle a aujourd'hui complètement éclaté. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est l'opposition aujourd'hui entre syndicats et mouvements écologistes, le fait que les syndicats sont quand même très éloignés, de plus en plus éloignés de nos positions, et des positions des écologistes, et que la position des écologistes, elle peut apparaître aujourd'hui, je crois que c'est Lucille qui l'a dit tout à l'heure, hein, comme une position antisociale, avec à la fois qu'il s'agisse de la demande d'une autre croissance, de la taxation des énergies fossiles ou de la fermeture des centrales nucléaires. Et même plus généralement, hein, c'est ce que tu disais Alice en introduction, hein, le positionnement sur une ligne de crête entre la condamnation de l'austérité d'un côté et le refus de mobiliser des politiques de relance keynésienne classiques, il est quand même très inconfortable. Alors, maintenant, sur quoi s'accorde en gros cette pensée écologiste, hein? On l'a dit, la nécessité d'un changement de mode de développement et de profonds changements institutionnels. Et qu'est-ce qu'il y a au centre de ces deux volontés de changement? Il y a en effet, c'est le sujet de notre table ronde, des vertus particulières. Hein? Et l'avènement et du changement du mode de développement et des réformes institutionnelles suppose que soient développées, valorisées, actualiser en quelque sorte des vertus particulières. Et parmi ces vertus, je crois que les principales, hein, c'est le sens de la modération et de la limite. On en a déjà beaucoup parlé cet après-midi. On parle de sobriété, on parle aussi de frugalité. On vient de commencer à se disputer sur René Dumont, est-ce qu'il mangeait 3 plats ou pas. Donc voilà, je crois que la sobriété et la frugalité, elles apparaissent comme des vertus centrales et nécessaires. Et donc, on oppose hein, l'excès, la démesure, l'illimitation qui serait caractéristique du mode de développement de nos sociétés occidentales, au sens de la mesure, à la capacité à s'auto-limiter, à une certaine maîtrise des désirs. On oppose l'expansion illimitée à l'autarcie, la quantité à la qualité, le jetable à la durabilité. Et puis, à la toute-puissance de la science et de la technologie, on oppose, on en a parlé tout à l'heure, hein, la prudence aristotélécienne, la phronésis. Bon, il me semble que ce positionnement, que je partage évidemment, il se heurte à 3 obstacles. Et je crois qu'il faut qu'on en soit très conscient. Le premier obstacle, il est bien connu, et il est connu de tous ceux qui s'intéressent aux dynamiques de changement. La question, c'est comment est-ce qu'un groupe d'individus minoritaires, porteurs de valeurs minoritaires, en opposition avec les valeurs les plus répandues d'une époque, peuvent-ils faire triompher leur point de vue, notamment quand ils se heurtent non seulement à d'autres groupes, hein, mais à des lobbies, à des intérêts puissants, que leur idéologie vise d'ailleurs à faire plus ou moins disparaître, hein, mais qui disposent de puissants moyens pour résister. Comment est-ce qu'on diffuse ces valeurs dans la société, dans une société qui est soumise à une telle crise qu'il n'y a plus de catégorie sociale pour porter ces valeurs-là? Alors à cette question, Montesquieu et Rousseau répondaient les lois et l'éducation. Le problème, c'est que tous les deux sont heurtés à la même question de savoir qui pourrait bien s'extraire de la commune humanité pour aller chercher ces lois et pour éduquer les peuples. Alors Rousseau avançait la figure de Lycurgue, celui qui avait donné ses lois à Sparte. Mais comment fait-on, donc, nous, en l'absence d'un Lycurgue? Le second obstacle, il est encore plus redoutable, hein, me semble-t-il. C'est que ces valeurs, la mesure, la modération, le sens de la limite, la phronésis, la prudence, etc., qui sont typiques de la Grèce ou de la Rome antique, ou qui sont encore portées par un Rousseau, mais il commence déjà à être bien seul, le pauvre, elles sont en première apparence, par exemple pour quelqu'un comme Louis Dumont, en complète contradiction avec les valeurs portées par la modernité. C'est le contraire des valeurs de la modernité, qui se sont épanouies au XVIIIe siècle, qui se sont développées, exacerbées avec les développements récents du capitalisme, c'est-à-dire hein, la légitimation, on ne va pas revenir à Mandeville et à tout ça, mais la légitimation de l'enrichissement personnel et du commerce, le refus des limites, Bacon, l'excès comme source de progrès, l'émancipation et la reconnaissance de l'individu, l'autonomisation de l'économie,
la maximisation de la production érigée comme valeur centrale de la société. Et donc, il faut rappeler que nous, modernes, nous avons assimilé ces valeurs-là et le progrès. On a considéré ces valeurs comme la cause du fantastique développement qu'on a connu et des bienfaits qu'il nous a apportés. Et puis on a même construit, là je reviens à mes marottes, hein, on a même construit de toutes pièces une convention, hein, le PIB, qui met en évidence les bienfaits de notre développement et jamais ces mots. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui promeuvent la limite, la mesure et la sobriété, ils apparaissent comme des antimodernes dans tous les sens du terme. Ils seraient donc contre le progrès, contre l'émancipation, et en fait, pour la tutelle, pour la hiérarchie, pour le retour aux anciennes communautés dont nous avions réussi à nous extraire à grand-peine, et donc il faudrait un retour en arrière. Et puis le troisième obstacle, il me semble également de taille, hein, parce que les écologistes s'en remettent souvent, on en a un peu parlé cet après-midi, pour porter ces changements radicaux aux individus et à leur comportement exemplaire. C'est-à-dire qu'on pourrait attendre beaucoup de la généralisation de pratiques individuelles ou communautaires innovantes, mais quand même, comment est-ce qu'on peut penser que les individus vont vraiment changer leur comportement alors que toute la dynamique de la société porte autre chose, et alors que des tas de dispositifs institutionnels différents sont légitimés. La publicité, l'idée que c'est un devoir de consommer. Tous les jours, on nous dit que c'est un devoir de consommer. Ce matin encore, j'entendais l'INSEE, chouette, la consommation a un petit peu bougé. La compétitivité, la productivité, la rentabilité. De la même manière, il me semble qu'il faut qu'on arrête de blâmer l'avidité individuelle. Il y a plein de livres qui paraissent en ce moment avec l'avidité, c'est vilain, mais je crois que c'est pas tellement le problème. L'avidité, ça, Max Weber l'avait déjà montré, hein, c'est l'ensemble du système qui a érigé ces valeurs en valeurs sociales. Et que si on ne le voit pas, on risque de pousser les individus à la schizophrénie. Alors, quelles sont les voies de sortie pour cela? En fait, j'ai pas de solution à la mesure malheureusement des obstacles que j'ai présentés. Peut-être trois pistes. La première piste, il me semble, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on renonce à la raison, à la connaissance et à la science. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit persuadé que la dérive qui était dénoncée dans la dialectique de la raison par Horkheimer et Adorno en 1947, que cette dérive, elle est toujours possible. C'est-à-dire que la raison, elle peut toujours se transformer en puissance calculante, en rationalité instrumentale. Mais je crois que nous, notre devoir aujourd'hui, c'est de mettre cette raison, et le slogan des Lumières, hein, au savoir, au service des citoyens, pour les éclairer. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on mobilise le savoir, la raison, à la fois pour déconstruire, par tous les moyens, je pense au travail de Marie-Monique, hein, déconstruire et montrer à l'aide de films et de livres les inconvénients, les limites des institutions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, montrer, déconstruire les lobbies, hein, et puis que ces sciences dont nous avons absolument besoin, il faut qu'on organise leur dialogue, il faut qu'on leur fasse réviser leur cadre et leur fondement épistémologique. Je crois qu'on a absolument besoin de faire maintenant se rencontrer et reparler ensemble les sciences naturelles et les sciences humaines, mais il faut qu'elles acceptent de réviser leurs épistémologies, leurs modèles. Je pense au livre d'Annie Dahan, qui me paraît très, très important. Hein. Si on veut passer, je refais un tout petit embardé dans la table ronde précédente, la transition, c'est la transition vers un monde que nous voulons. On a besoin de se représenter ce monde. On a besoin de modèles qu'on doit construire ensemble. Alors ensemble, ça veut dire avec à la fois des sciences naturelles et des sciences humaines, arrêter de n'avoir que des modèles économiques, par exemple, et que des maquettes de la direction de la prévision. Et donc, il faut réinscrire ces modèles dans des représentations beaucoup plus larges. Et puis, ces sciences, on a besoin qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient financées, et aussi qu'elles soient engagées. Hein. Je pense à la belle réflexion de Martinez-Allier, qui réclame une science engagée pour les citoyens et avec les citoyens. Deuxième, alors ça peut vous paraître éloigné des vertus, mais moi je pense que c'est des réformes structurelles dont on a besoin précisément pour avoir ces comportements vertueux. La deuxième chose à faire, la deuxième piste qui me semble très importante à ouvrir, elle concerne encore les outils de représentation, hein, c'est nous doter de nouvelles conventions. Je reviens encore à ma marotte. Il y a eu un moment où on a commencé à avoir une critique du PIB. Moi, la critique du PIB et des indicateurs, elle me paraît majeure, parce qu'il y a une dialectique
entre d'abord l'investissement des citoyens dans la réflexion sur ce qui compte dans nos sociétés, le changement des indicateurs et la réflexion sur la croissance ou l'insuffisance de la croissance. Donc il faut réouvrir à nouveau frais ce que Nicolas Sarkozy avait ouvert avec un ensemble de prix Nobel. Il faut le mener jusqu'au bout, le prendre au sérieux pour changer d'indicateur avec les citoyens. Et je pense que ça permettra précisément à ces citoyens d'être mieux informés, de participer au choix. Et du coup, sans doute, c'est un moyen d'éducation puissant, hein, il me semble, et du coup d'acquérir ou d'actualiser ces vertus dont ils sont porteurs. Et puis, troisième et dernière piste, hein, dans le choix des indicateurs, comme dans beaucoup d'autres thématiques, je pense qu'il faut qu'on développe une option radicale en faveur de la démocratie. On l'a beaucoup dit cet après-midi. Moi, j'imagine qu'on pourrait entrer dans une troisième époque. Hein. Il y a eu l'époque de la démocratie grecque avec toutes ses insuffisances. Il y a eu l'époque de la modernité qui a jeté par-dessus bord un peu trop de choses. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à une autre forme de modernité, une sorte un Aufhebung à la Hegel, c'est-à-dire on conserve ce que la première époque et la deuxième époque avaient de bon, mais on essaye d'aller un petit peu plus loin. Et ce mouvement, ça serait un mouvement, en effet, en faveur d'une démocratisation très, très intense, partout, hein, à la fois dans les entreprises. Je pense à un très beau livre, on parlait de travail tout à l'heure, je pense à un très beau livre écrit par Isabelle Ferreras, qui s'appelle « Gouverner le capitalisme » et qui propose tout simplement dans les entreprises, eh bien, on est deux chambres, une chambre des travailleurs, une chambre du capital, et que ce soit ces deux chambres qui choisissent en quelque sorte le directoire. Voilà, donc j'aimerais qu'on renoue avec l'idée très habermasienne et des années 70, hein, que il nous faut maintenant remettre de la politique, repolitiser à tous les niveaux. J'aime bien aussi ce que raconte Saint-Omer quand il nous dit que maintenant, avec les techniques nouvelles, on peut avoir des mini-publics et donc on peut faire de la vraie démocratie. Voilà, il me semble que c'est évidemment la piste que nous devons travailler. Et puis pour conclure, hein, je reviens sur cette idée de modernité, le fait que nous ne serions pas modernes. Je pense qu'il faut que nous combattions par tous les moyens l'idée que la modernité se réduirait à la recherche de la plus grosse production possible. Donc il faut délier les liens entre prospérité et croissance, et qu'il faut qu'on continue à travailler sur une autre définition du progrès. Hein. Il faut qu'on arrive peut-être à trier dans ce que nous a donné la modernité, dans ce que recouvre notre idée de progrès, de faire un tri entre ce que nous pouvons garder et ce que nous devons jeter pour nous réapproprier la modernité et pour montrer que, en fait, ce troisième moment dont je parle, ça n'est pas un retour à la hiérarchie ou à la tutelle, comme nous dit Louis Dumont, hein, parce qu'il nous dit « Oh là là, si vous quittez ce moment de la modernité, vous allez retomber dans les vieilles hiérarchies ». Non, je pense qu'on peut trouver un troisième moment qui n'est précisément pas un retour à la hiérarchie et qui nous permettrait d'actualiser ces vertus antiques. Merci beaucoup.